Le chiffrement comme dernier rempart de nos libertés numériques, c'est le sujet de cette conférence. On entend souvent dire que le chiffrement serait un outil pour les criminels. Ce n'est pas vrai, c'est avant tout un bouclier pour tous. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, le chiffrement consiste à transformer une information lisible en quelque chose d'incompréhensible, sauf pour celui qui possède la clé appropriée. Et je vais structurer cette présentation en 3 axes. D'abord les principes fondamentaux du chiffrement moderne, ensuite ses usages dans votre quotidien, et enfin les batailles contemporaines qui se jouent autour de cette technologie. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Michel Monfils, l'auteur d'un livre à paraître en octobre 2026, Manuel de survie numérique pour tous, aux éditions Ressources Primordiales, auteur aussi du site survienumérique.com et du podcast Survie numérique, vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour commencer, un chiffre, 90% du trafic Internet mondial est aujourd'hui chiffré grâce au protocole HTTPS. Alors, j'emploie le mot chiffrement, c'est le bon terme en français. Le terme qu'on entend parfois, c'est cryptage. La cryptographie, c'est ce qui permet le chiffrement. Ça, c'est en français. En anglais, on parle de cryptographie, de crypter les données, mais ce n'est pas du bon français, on dit chiffrement. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 2015, ce taux était inférieur à 30% du protocole HTTPS. Mais aujourd'hui, on est à 90%. C'est énorme. Ça veut dire que déjà, une grande partie de notre vie privée se passe sur des canaux sécurisés, même si on ne s'en rend pas compte. Donc l'objectif de cette présentation, c'est surtout de démystifier ce mot qu'on entend souvent, mais qu'on comprend rarement. Et pour commencer, je vais parler des droits fondamentaux. Pourquoi le chiffrement est essentiel au niveau de nos libertés? J'ai listé 5 points. Le premier, c'est la liberté d'expression. On pense aux journalistes qui enquêtent sur la corruption, on pense aux lanceurs d'alerte qui exposent des abus, on pense aux opposants politiques qui militent dans des régimes autoritaires. Tous dépendent du chiffrement pour communiquer sans risquer leur vie. Sans chiffrement, aucune source ne pourrait contacter un journaliste en toute sécurité. Aucun militant ne pourrait s'organiser sans être surveillé. Donc ça déjà, c'est énorme. Deuxièmement, la vie privée. Sans chiffrement, chaque communication que vous envoyez est l'équivalent d'une carte postale ouverte. En fait, quand vous envoyez un SMS ou un email, si ce n'est pas chiffré, et ce n'est pas chiffré dans les SMS et dans les emails de base, ce n'est pas chiffré, eh bien ça veut dire que n'importe quel intermédiaire technique, votre fournisseur d'accès, le propriétaire du réseau Wi-Fi que vous utilisez, un opérateur téléphonique, etc., peut lire et enregistrer évidemment le contenu de vos messages. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si vous laissiez votre journal intime ouvert et que tout le monde pouvait lire votre journal intime. Encore une fois, c'est des cartes postales. Vous voulez envoyer une lettre à la poste, vous le mettez dans une enveloppe fermée. Eh bien, si vous n'utilisez pas le chiffrement, c'est que tous vos courriers, tous vos messages, toutes vos communications téléphoniques sont écoutables par tous les acteurs que l'on va étudier et tous les acteurs techniques en particulier. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire les GAFAM, les États, les courtiers en données, etc., etc. Troisièmement, évidemment, le secret professionnel. Il y a des professions comme les avocats, les médecins, les psychologues qui ont une obligation légale de protéger les échanges avec leurs clients et patients. Ce secret professionnel, ce n'est pas un petit caprice de corporation. C'est inscrit dans la loi parce que c'est comme ça ça garantit la confiance. C'est comme ça qu'on a la confiance qui est indispensable à la justice, à la santé et à l'accompagnement psychologique. Sans chiffrement, ce secret devient techniquement impossible à garantir. Donc ça veut dire que tous ces gens-là doivent obligatoirement utiliser le chiffrement. D'ailleurs, par la RGPD, ils sont censés protéger les données de leurs clients et donc on espère qu'ils le font. Quatrièmement, l'intimité relationnelle. Les couples, les familles, les amis ont le droit de disposer d'espaces non surveillés. Les conversations les plus personnelles, les photos les plus intimes, les projets les plus sensibles circulent aujourd'hui par messagerie, sans chiffrement de bout en bout. Ces contenus sont exposés à des entreprises, style les GAFAM, à des agences, gouvernementales et évidemment potentiellement à des pirates. Enfin, il y a un dernier argument qui est peut-être plus philosophique mais qui est fondamental, c'est la présomption d'innocence. La surveillance de masse qui consiste à collecter et analyser toutes les communications par défaut inverse la logique juridique. Au lieu d'être présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes présumé suspect potentiel, dont il faut enregistrer toutes les activités au cas où. C'est un renversement profond
du rapport entre l'individu et l'État. Et ces arguments, ce ne sont pas que des arguments philosophiques, ils sont fondés juridiquement. Exemple, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée. Le chiffrement, c'est l'outil technique qui rend ces droits effectifs à l'ère numérique. Sans lui, ces articles de loi ne sont que des mots sur le papier. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce que vous pourrez faire, etc., comment ça marche, on va faire un très bref historique en une diapo de ce chiffrement. Parce que la cryptographie n'est pas une invention du XXIe siècle. Ça compte environ 3 millénaires d'histoire. Dans l'Antiquité, par exemple, les Spartiates utilisaient la citale, c'est un bâton enroulé d'une bande en cuir qui portait un message codé. Seul quelqu'un avec un bâton du même diamètre pouvait lire le texte. Jules César, lui, il utilisait un système de substitution simple où chaque lettre était remplacée par une autre décalée dans l'alphabet. À la Renaissance, Blaise de Vigenère développe le premier chiffre polyalphabétique, bien plus robuste que les systèmes précédents. Les choses sont énormément amplifiées lors de la Seconde Guerre mondiale avec la fameuse machine, je suppose que vous en avez entendu parler, Enigma, qui a été utilisée par les nazis. Et c'est grâce à Alan Turing et à son équipe qu'on a pu briser ce chiffrement, ce qui a contribué significativement à accélérer la victoire alliée. Cet événement, il marque une étape charnière. La cryptographie devient un enjeu stratégique de niveau militaire au niveau international. En 1976, Whitfield Diffie et Martin Hellman publient leur travail sur la cryptographie à clé publique. C'est la naissance fondamentale de ce qui permet aujourd'hui nos communications sécurisées sur Internet sans avoir échangé de clés secrètes au préalable. Les choses ont pris un autre tournant très important. En 1991, c'est Phil Zimmermann qui publie PGP, ce qui veut dire Pretty Good Privacy. Pour la première fois, le chiffrement fort devient accessible au grand public. C'est la démocratisation technique et j'en reparle dans un instant. En 2013, Edward Snowden révèle que la NSA, agence de sécurité américaine, ne peut pas briser le chiffrement facilement quand il est bien mis en place. Il n'y arrive pas. Du coup, la NSA contourne le problème en interceptant les données avant le chiffrement ou après le déchiffrement via des programmes comme Prism. J'en parle largement dans mon bouquin. Cette évolution, elle montre quelque chose d'important. Le chiffrement est passé d'une arme qui était dans la main des États à un outil citoyen disponible pour chacun d'entre nous. Ça, c'est très important. Le chiffrement moderne, il repose sur 3 piliers essentiels. C'est assez simple à comprendre en fin de compte. Le premier, c'est la confidentialité. Seuls les destinataires légitimes peuvent lire le contenu d'un message. Personne d'autre. Un intermédiaire, un fournisseur, un gouvernement ne doit pas pouvoir accéder à l'information en clair. Le deuxième pilier, c'est l'intégrité. Le message reçu est identique, grâce au chiffrement, au message envoyé. Il n'a pas été modifié, altéré ou corrompu en transit. Parce qu'avec un message non chiffré, c'est possible que ce soit corrompu. Et je n'en ai aucune certitude que le message que j'ai envoyé est reçu tel quel par la personne. Si c'est chiffré, oui, un tiers ne pourra pas injecter de contenu falsifié sans que cela soit détecté. Troisième pilier, c'est l'authenticité. L'émetteur est bien celui qu'il prétend être, et vous savez avec certitude que le message vient de la personne indiquée et pas d'un usurpateur. Et ça, ce n'est possible que si ça a été chiffré. Donc ces 3 piliers, ils reposent en fait sur 2 familles de chiffrement. Je vous les donne parce que vous avez peut-être entendu cela, et c'est bien d'avoir ça en tête. La première famille de chiffrement, c'est le chiffrement dit symétrique, et la deuxième, c'est asymétrique. Dans le chiffrement symétrique, une seule clé est partagée à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer. C'est le standard AES 256. Il est utilisé par les banques et les militaires. C'est simple à comprendre. C'est comme si vous aviez un coffre-fort avec une seule clé qui peut ouvrir ce coffre-fort. Donc celui qui possède la clé, il peut ouvrir et fermer le coffre. Et ce qu'il faut, c'est que si vous voulez que quelqu'un d'autre puisse accéder à ce qu'il y a dans le coffre, il faut lui donner cette clé. Donc le truc, c'est d'arriver à partager la clé avec votre correspondant sans que cette clé soit interceptée. C'est ça le truc. Et du coup, il y a une deuxième famille qui s'appelle le chiffrement asymétrique. C'est assez génial. On a 2 clés distinctes.
une clé publique qui sert à chiffrer et une clé privée qui sert à déchiffrer. C'est le principe dit RSA. C'est lié, c'est un peu technique à ce qu'on appelle les courbes elliptiques, et Signal utilise ça par exemple. Une analogie très simple à comprendre, c'est la boîte aux lettres. Tout le monde peut glisser un message dans la fente de la boîte aux lettres. C'est ce qu'on pourrait appeler la clé publique distribuable librement. Tout le monde peut mettre un message dans la boîte aux lettres. Mais seul le propriétaire de la clé privée peut ouvrir la boîte aux lettres et lire ce qui s'y trouve. Donc tout le monde peut mettre une enveloppe ou dans votre boîte aux lettres, mais seul vous pouvez l'ouvrir. Et ça, c'est super important. Cette double approche, c'est ce qui rend possible la sécurité d'Internet aujourd'hui. Sans chiffrement asymétrique, vous ne pourriez pas ouvrir une session bancaire en ligne sans avoir préalablement échangé une clé secrète avec votre banque, ce qui serait hyper galère. Donc on a un chiffrement asymétrique. Alors, dans notre quotidien, on utilise le chiffrement probablement tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. Je vais vous expliquer à quel point c'est véritablement omniprésent. Quand vous naviguez sur le web, vous voyez souvent un petit cadenas vert dans la barre d'adresse. Alors maintenant, il n'est plus vert, mais bref, un petit cadenas. Maintenant, il est même caché parce que c'est systématique. La plupart des navigateurs Internet, il n'y a pas le cadenas, ils vous le diront, ils ne voudront pas y aller. Mais en gros, ce petit cadenas signifie, vous pouvez le voir quand même, si vous le cherchez à gauche de la barre d'adresse, il signifie que la connexion entre vous et le site utilise le protocole dit HTTPS. S pour sécurité. Ça veut dire que tout ce que vous consultez, tout ce que vous tapez est chiffré en transit. Sans cela, n'importe qui sur ce même réseau pourrait espionner votre navigation. Autre exemple, quand vous envoyez un message WhatsApp, ou mieux, Signal, ces applications, elles chiffrent vos communications de bout en bout par défaut. Ça veut dire que même l'entreprise qui gère le service ne peut pas lire vos messages. Même la NSA, personne. Seul vous et votre destinataire possédez les clés. Alors quand je dis c'est impossible, il faudrait par exemple utiliser un ordinateur très puissant et qui travaille rien que sur votre message pendant des centaines ou des milliers d'années. Donc vous voyez pourquoi on dit que c'est impossible. Quand vous faites une transaction bancaire, autre exemple, chaque opération est chiffrée en AES. Vos coordonnées de carte, votre code, le montant du transfert sont protégés par les mêmes standards qu'utilisent les militaires pour leur communication hypersensible. Quand vous regardez un film sur Netflix, par exemple, ou que vous écoutez de la musique sur Spotify, le flux est protégé par des systèmes dits DRM. C'est un chiffrement certes commercial, mais il empêche la copie du contenu. C'est la preuve que les entreprises elles-mêmes considèrent le chiffrement comme indispensable à leurs intérêts. Quand vous passez un appel téléphonique en 4G ou en 5G, la liaison dite liaison radio entre votre téléphone et l'antenne relais est chiffrée. C'est une protection basique, assez imparfaite, mais elle existe. Pour vos ordinateurs personnels, il est indispensable que nos disques durs soient chiffrés. Le malheur, c'est que par défaut, Windows ou macOS et même Linux, sur la plupart des distributions Linux, ne chiffrent pas. Donc il sera indispensable de chiffrer l'intégralité de votre disque dur. Ça veut dire n'importe qui, sinon peut lire vos données. La semaine dernière, j'ai trouvé à la poubelle un ordinateur portable. C'est très pratique. Moi, je les récupère parce que je récupère un disque dur, je récupère une mémoire vive, etc. J'ai branché le disque dur, j'ai ouvert les 4 vis, j'ai démonté dedans, j'ai récupéré le disque dur et il y avait un disque dur sur lequel j'ai pu lire toutes les données, photos, vidéos, téléchargements de la personne. Je vous rassure, déontologiquement, je ne l'ai pas fait. J'ai vu que je pouvais accéder au disque, qu'il y avait des tas de données dessus. Tout le monde peut les lire. J'ai formaté le disque pour pouvoir m'en servir comme un disque de sauvegarde supplémentaire pour moi. Mais j'aurais pu lire toutes ces données comptables ou que sais-je qu'il y a dessus, des photos de famille ou autres. Donc, il est indispensable de chiffrer. Sur Windows, par exemple, vous pourriez utiliser BitLocker. Sur Mac, ça s'appelle FileVault et c'est Lux, L-U-K-S, sur Linux. Il faut chiffrer l'intégralité de votre disque dur, sinon tout le monde peut le lire. Si on vole votre ordinateur, si vous le mettez à la poubelle, tout le monde pourra accéder à vos fichiers sans mot de passe, même si vous mettez un mot de passe sur votre session. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Donc, couper le chiffrement, empêcher de chiffrer, ce n'est pas juste enlever ou couper une fonctionnalité optionnelle, c'est ouvrir
toutes vos communications à n'importe quel regard. C'est comme laisser la porte de chez vous ouverte, vos fenêtres ouvertes, sans rideau, et que tout le monde puisse aller regarder dans dans vos tiroirs, dans votre ordinateur, lire vos emails, regarder tous les films que vous regardez, etc., etc., toutes vos recherches sur Internet. Ce serait revenir en arrière de plusieurs décennies en matière de sécurité. Et évidemment, il y a des ennemis au chiffrement. On a vu que le chiffrement est essentiel, mais il y a des gens qui aimeraient bien qu'on arrête de chiffrer. Par exemple, les gouvernements qui avancent systématiquement les mêmes arguments. La lutte contre le terrorisme, la pédocriminalité. Évidemment, émotionnellement, ces arguments, ils sont puissants. Mais techniquement, c'est trompeur. Parce que les lois existantes permettent déjà d'accéder à des communications ciblées pour autant qu'on ait un mandat judiciaire. Donc le problème n'est pas l'absence d'outils légaux, c'est que les gouvernements veulent l'accès en masse, pas l'accès ciblé. C'est ça qui est différent. Les services de renseignement, ils réclament ce qu'on appelle des portes dérobées, des backdoors en anglais, au nom soi-disant de la sécurité nationale. Mais il faut comprendre que toute porte dérobée, même si elle est conçue entre guillemets par les bons, est exploitable par les entre guillemets mauvais. C'est une question technique, ce n'est pas une question politique. À partir du moment où vous avez une porte arrière, tout le monde peut la franchir. Il y a aussi les lobbies de la tech, les GAFAM, etc. Eux, ils font mine de s'en accommoder parce qu'ils vous disent que les métadonnées, ça suffit. Ils ont déjà accès à vos métadonnées. C'est déjà énorme. C'est-à-dire, par exemple, ils savent qui a appelé qui, quand, pendant combien de temps, depuis où. Évidemment, si votre communication téléphonique, elle est chiffrée, ils ne peuvent pas lire le contenu, mais ils savent qui vous appelez, à quelle heure, combien de temps, où vous étiez, où était aussi la personne, etc. Et quand vous envoyez un message, par exemple avec WhatsApp, puisque WhatsApp récupère, donc Facebook récupère les métadonnées, ils savent qui vous appelez, quand, combien de temps, à quelle heure, etc. Donc ils peuvent très bien savoir quels sont vos amis, est-ce que vous appelez votre avocat, un notaire, un médecin, un machin, et ça en dit énormément sur vous. En fait, les métadonnées, elles révèlent l'intégralité de ce qu'on appelle le graphe social d'un individu. Alors j'en parle largement dans mon bouquin « Manuel du surveillance numérique pour tous », mais ça permet, à partir de vos données, de reconstituer vos relations, vos habitudes, vos déplacements, vos opinions, sans pourtant qu'on ait lu aucun contenu de vos messages. C'est ça qui est terrible. Alors évidemment, il y a aussi les régimes autoritaires. Eux, ils cachent même pas leur intention. Pour eux, affaiblir le chiffrement, c'est maintenir le contrôle politique, c'est tout, point final. Les années 2010 ont vu fleurir des lois anti-chiffrement partout dans le monde. Au Royaume-Uni, il y a eu l'Investigatory Powers Act de 2016 qui oblige les opérateurs à conserver et fournir les données. Aux États-Unis, il y a l'Iran IT Act qui menace la responsabilité des plateformes. En Australie, il y a la TOLA Act de 2018 qui permet de forcer les entreprises à insérer des backdoors, donc des portes arrière, si je puis dire. Et en France, les fameuses lois antiterroristes post-2015 imposent le déchiffrement à la demande. La cartographie est claire. Les adversaires ne manquent pas aujourd'hui, en dépit des droits de l'homme, et les États et les GAFAM et compagnie ne se gênent pas pour s'essuyer les pieds sur les droits de l'homme. Pour eux, c'est une gêne plutôt qu'autre chose, les droits humains. Alors, je veux quand même insister sur ces fameux backdoors, parce que c'est le mensonge le plus dangereux. Le principe, il est mathématique. Affaiblir le chiffrement pour permettre l'accès par les bons, encore une fois entre guillemets, l'affaiblit pour tout le monde. Il n'existe pas de clé qui ouvre seulement la porte aux gentils. Une porte dérobée, c'est une porte dérobée. C'est tout. L'analogie de la serrure, il est évident. Imaginez qu'on donne un passe-partout à l'État pour ouvrir toutes les serrures du pays en cas de nécessité. Voilà, en anglais on parle de clé maîtresse, passe-partout en anglais. Mais tôt ou tard, ce passe-partout, il fuite, comme on dit en informatique. Il est volé, il est vendu, il est copié. Et à ce moment-là, c'est plus juste les forces de l'ordre qui ont accès à votre domicile, mais n'importe quel pirate suffisamment malveillant, n'importe quelle entreprise, etc. L'histoire, elle confirme cette réalité. Exemple, dans les années 1990, le gouvernement américain a tenté d'imposer ce qu'on appelle le Clipper Chip. C'est un composant matériel contenant un backdoor. Il a été cassé en quelques minutes par des chercheurs et donc finalement abandonné. En quelques minutes. En 2017, le ransomware WannaCry a exploité une faille de la NSA qui a pourtant jamais été divulguée aux éditeurs. Donc énorme.
des centaines de milliers d'ordinateurs ont été paralysés parce qu'une agence avait gardé une vulnérabilité pour elle. C'est-à-dire que la NSA avait créé une backdoor. Mais du coup, des virus ont pu l'exploiter. Dans les années 2020, le logiciel espion Pegasus du NSO Group a exploité des vulnérabilités laissées ouvertes pour espionner des journalistes, des militants et des chefs d'État. Aujourd'hui, dans la communauté scientifique, le consensus, il est unanime. Aucun backdoor, aucune porte dérobée n'est techniquement sûre. Tous les cryptographes sérieux, Bruce Schneier, Phil Zimmermann, les concepteurs de signal disent la même chose. Vous ne pouvez pas créer une porte arrière que seuls les gens bien intentionnés emprunteront. Et de toute façon, moi je vais vous dire mon petit grain de sel, les États, s'ils veulent, entre guillemets, écouter quelqu'un, vous vous rappelez les histoires d'écoute téléphonique autrefois, etc., c'est possible, mais il faut que le juge donne son accord. C'est pour ça qu'il y a la séparation entre l'État et la justice, entre le législatif, etc. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à l'État de décider s'ils peuvent espionner ou pas les gens. Il faut qu'il y ait des soupçons, qu'un juge ait donné son accord, et à ce moment-là, la police peut mettre en place des trucs. Ça se fait que s'il y a un doute, mais pas a priori d'espionner toute la population parce qu'on serait tous des terroristes ou des pédophiles potentiellement. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, ça veut dire plus de vie privée. Donc, on regarde ce que les gens votent, on regarde ce que les gens écrivent dans leurs journaux intimes et sur Internet, etc. Et à ce moment-là, bye bye la démocratie. Terminé. Alors, il y a des gens très importants. Ce sont les lanceurs d'alerte. En anglais, on dit les whistleblowers, c'est-à-dire ceux qui soufflent dans le sifflet. Voilà, les lanceurs d'alerte en français. Sans eux, on n'aurait pas pris conscience de l'ampleur de la surveillance. Et on ne saurait pas non plus que le chiffrement, ça fonctionne vraiment. 3 figures clés, je suis sûr que vous avez entendu ces noms, sinon renseignez-vous et lisez mon livre, parce qu'il y a beaucoup de portraits qui sont faits dans mon livre, dont ces portraits-là, et puis sinon faites des recherches, ça vaut la peine. J'ai fait des épisodes de podcast aussi sur ces gens-là. Edward Snowden, en 2013, a révélé l'existence des programmes Prism, Upstream et plein d'autres. Prism, ça permettait à la NSA, donc agence américaine, d'accéder directement aux données des grandes plateformes de la tech, des GAFAM et tout. Upstream, intercepter les communications directement sur les câbles Internet. Donc tout ce qui passe. Il y a aussi Bull Run, je suppose qu'on dit en anglais. C'est un programme de déchiffrement massif mené conjointement par la NSA et par le GCHQ britannique. Snowden a prouvé de manière irréfutable que la surveillance d'État n'était pas hypothétique, elle était industrialisée. C'est ça qui a donné suite au RGPD en Europe, parce qu'on s'est dit « wow, panique à bord ». Il y a eu Chelsea Manning en 2010 qui a diffusé des documents militaires et diplomatiques qui montrent l'ampleur de la surveillance globale et la réalité des conflits armés. Son acte, et elle a passé beaucoup de temps en prison, son acte a jeté une lumière crue sur les pratiques cachées des États, notamment les collaborations entre armée et surveillance technologique. Et entre autres, Chelsea Manning, il a envoyé ça à qui ? À Wikileaks. Et vous avez entendu parler de Wikileaks et du pauvre Julian Assange qui a passé 12 ans en prison, sans jugement, sans rien, et qui a publié donc dans Wikileaks, Julian Assange, en 2017, l'archive Vault 7, qui révélait que la CIA développait activement des outils pour contourner le chiffrement sur les smartphones, les télévisions connectées et même les voitures. Ces outils n'avaient pas pour but de casser le chiffrement, ça, ils n'y arrivent pas, c'est trop compliqué, mais d'installer des mouchards en amont ou en aval du chiffrement. Donc c'est très important de tenir compte de ces lanceurs d'alerte, vous en retrouvez plein d'autres portraits dans mon livre, mais ça démontre, la surveillance d'État existe à l'échelle industrielle. Ce n'est pas théorique, c'est réel. Mais ça nous dit aussi autre chose qui va nous rassurer. Le chiffrement de bout en bout, ça fonctionne vraiment. Sinon, pourquoi les agences gouvernementales dépenseraient telles autant de ressources pour chercher à le contourner au lieu de le casser directement ? Donc on ne peut pas casser le chiffrement comme ça. Il faut protéger ces lanceurs d'alerte, parce que protéger les lanceurs d'alerte, c'est protéger le droit de savoir. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans mes podcasts et dans mon bouquin. Alors, il est temps de passer à l'action, parce que le chiffrement, ce n'est pas réservé aux experts. Et je vais vous expliquer comment reprendre le contrôle étape par étape. Première chose, s'il vous plaît, n'utilisez plus le SMS.
il faut remplacer le SMS. Les SMS sont enregistrés, partagés sur plein d'ordinateurs à la fois, etc. C'est comme envoyer des cartes postales et vous écrivez des tas de choses perso, vous envoyez des mots de passe par SMS, etc. C'est de la folie. Il faut utiliser une messagerie chiffrée de bout en bout. Aujourd'hui, la référence mondiale, ma recommandation, il en existe d'autres, j'en utilise d'autres, mais pour tout le monde, là, pour faire court, Signal. Installez Signal, dites à votre famille, à vos amis, aux gens, à partir de maintenant, on ne s'envoie pas des SMS, mais on écrit par Signal. Si quelqu'un continue à vous écrire par SMS, vous lui répondez par Signal, vous ne répondez pas par SMS. C'est très important. C'est open source, c'est audité, c'est gratuit. Pour les emails, s'il vous plaît, fermez votre compte Gmail, migrez-le, et on peut migrer en 2 temps 3 mouvements, en quelques clics, vers des emails chiffrés. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, les 2 que je recommande, Proton Mail ou Tuta Mail. Vous avez possibilité d'avoir chez ces 2 fournisseurs mail un compte gratuit qui fonctionne déjà très bien, et sinon pour un abonnement pas très cher, vous aurez un chiffrement de bout en bout, avec 0 accès côté serveur. Ils ne pourront pas lire vos emails, contrairement à Google, au Yahoo et compagnie, qui lisent tous vos emails avec l'intelligence artificielle pour vous profiler et faire de la pub et vendre des choses sur vous aux annonceurs. Pour la vidéoconférence, il y a aussi des outils, ProtonMeet ou d'autres, etc. Il y a plein d'outils qui existent pour le chiffrement. J'en parle dans mes formations, j'en parle sur survienumérique.com, etc. Mais pour le stockage et la navigation, il faut, je l'ai déjà dit tout à l'heure, activer le chiffrement complet de votre disque dur. Donc je vous l'ai déjà dit, sur Mac, vous utilisez FileVault, BitLocker sur Windows, Lux sur Linux. Et puis pour naviguer, utilisez Firefox. Et vous utilisez Firefox avec le module uBlock Origin. Puis vous allez dans les paramètres de Firefox et vous activez mode HTTPS Only. Seulement mode HTTPS. Ça veut dire que Firefox ne vous laissera aller que sur des sites où c'est chiffré et il ne vous permettra pas d'accéder aux sites non chiffrés. C'est très important. Vos mots de passe, ils doivent être dans un gestionnaire de mots de passe chiffrés. N'utilisez pas celui fourni par Windows ou par Apple ou par votre navigateur Internet, y compris celui de Firefox, car ils ne sont pas chiffrés. Et il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe chiffré. Je vous en recommande 3. ProtonPass, Bitwarden qui a ma préférence largement, ou KeePass XC. Les 3, en particulier Bitwarden, il y a une version gratuite qui fonctionne très bien. KeePass XC, c'est gratuit, très bien. Et ça va automatiser tout qui concerne vos mots de passe, c'est hyper important. J'ai fait des tas d'épisodes sur ce sujet-là. Pour le réseau, pour naviguer sur Internet à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur, en particulier portable, mais même le fixe, utilisez un VPN, un réseau virtuel privé, comme je vous en recommande 2, ProtonVPN ou Mulvad. Pour 5 € par mois, ça va vous changer la donne. C'est énorme. Et vous avez même chez ProtonVPN une possibilité d'avoir un petit compte gratuit, un peu limité, mais qui fonctionne parfaitement pour l'ensemble des gens. Ça va chiffrer l'intégralité de votre trafic et surtout, n'allez jamais sur des réseaux Wi-Fi publics sans VPN. Ça veut dire que toute personne sur le réseau peut lire tout ce que vous faites. Donc dans les hôtels, dans les bars, etc., ne vous connectez pas au réseau Wi-Fi public, sauf avec le chiffrement. Vous pouvez aussi, dans votre navigateur Internet, activer ce qu'on appelle le DNS chiffré, avec une technique qui s'appelle DNS over HTTPS ou DNS over TLS. C'est un petit paramètre dans la sécurité de vos navigateurs Internet. Ça se trouve très facilement, surtout si vous utilisez Firefox. Il est indispensable de faire ça pour empêcher votre fournisseur d'accès de savoir quel site vous visitez. Sinon, il enregistre tous les sites que vous visitez. Si je savais tous les sites que vous visitez, je saurais beaucoup de choses sur vous, vos intérêts, éventuellement vos partis politiques que vous allez voir, les émissions, sur quel site, ça nous dit tout sur quelqu'un. Donc ça, c'est indispensable. Je répète, c'est le DNS chiffré, DNS over HTTPS ou éventuellement DNS over TLS. Vous le trouvez facilement, encore une fois, dans les propriétés de votre navigateur Internet. La règle, elle est simple. Maintenant que je vous ai dit tout ça, une nouvelle habitude par mois. Ne cherchez pas à tout changer en un jour, ça va être trop, une nouvelle habitude par mois. Donc voilà, on arrive à la fin de cette conférence avec 3 messages que je veux que vous ayez en tête. 1. Comprendre. 2. Pratiquer. 3. Défendre. Comprendre. Le chiffrement n'est pas une technologie suspecte, réservée à des geeks ou des criminels. Le chiffrement, c'est le socle de la confiance numérique. Sans lui,
pas de commerce en ligne, pas de messagerie privée, pas, et c'est le plus important sans doute, de liberté d'expression. 2. La pratique. Chiffrer ses communications n'est pas un geste de paranoïaque. C'est un acte citoyen autant qu'un réflexe de sécurité, bien sûr. Chaque personne qui active le chiffrement rend la surveillance de masse, le capitalisme de surveillance, j'ai fait une vidéo là-dessus, plus difficile et plus coûteuse pour ces acteurs, que ce soit les GAFAM ou autres, les courtiers de données, les gouvernements ou autres. Troisième, enfin, message que je veux que vous emportiez, c'est la défendre, c'est résister aux lois anti-chiffrement. Soutenez les organisations qui militent pour vos droits numériques. Parlez de ces sujets autour de vous. Cette bataille pour le chiffrement, elle se joue autant dans les parlements que dans les habitudes individuelles. Et comme on le dit, si le chiffrement est criminalisé, alors c'est simple, seuls les criminels auront du chiffrement. Et les États. Comme toujours, je vous laisse sur une question finale. Si demain le chiffrement était interdit, comment on ferait pour nos communications les plus intimes ?